Les préparatifs au sein de l'opposition dans le cadre des législatives de l'année 2019 seront donc au menu du débat fait croisé de ce jour. Je reçois donc pour cette occasion le secrétaire de rédaction d'Eden Télévision. Son nom, Fréjus, c'est Roland Fréjus. Bonjour. Bonjour James Bagidi et bonjour aux téléspectateurs de EDN TV, aux auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Merci d'accepter encore une fois et malgré toutes les vicissitudes de notre métier, d'accepter de nous rejoindre à nouveau. Je signale aux téléspectateurs que vous remplacez au pied levé un de nos invités qui n'a pas pu nous rejoindre et qui a signalé que cette difficulté l'empêchera de nous accompagner au cours de ce débat. En face de vous, il y a un autre analyste fin des situations politiques nationales. Il est journaliste au groupe de presse Fraternité, Arnaud Demahou. Bonjour. Bonjour James. Merci encore une fois d'accepter de nous rejoindre pour traiter l'actualité avec nous. C'est moi. Pour donc le compte de ce jour, nous nous intéressons à l'opposition. Et depuis un certain temps, vous avez pu le constater avec nous, des poursuites judiciaires ont été engagées contre plusieurs personnalités politiques. Beaucoup sont de l'opposition et celles qui ont, à un moment ou à un autre, quitté le territoire national dans un cadre bien précis, n'ont pas cru bon devoir revenir. Commençons déjà, Frédéric Servan, par vous poser la question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'opposition béninoise, elle est décapitée? En tout cas, c'est l'image qu'elle donne, une opposition amorphe, une opposition qui n'est pas très active, qui ne convainc pas, une opposition sans arguments et sans moyens. C'est l'image que l'opposition présente actuellement, mais on ne veut pas se fier à une image qu'on présente. On ne sait pas tout ce qui se fait au sous-sol, mais on peut déjà analyser quelques signaux. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'on peut appeler désormais le plus grand parti politique de l'opposition, les FCBE, sont en train d'installer petit à petit dans chaque circonscription du Bénin les bureaux politiques qui doivent en son temps diriger, être à la manette, diriger la pré-campagne, la campagne et superviser toutes les activités électorales dans ces zones-là. Donc chaque semaine, chaque mois, vous voyez, vous entendez l'installation de bureaux politiques FCBE dans telle circonscription. Et de ce côté même, l'autre parti qui s'est annoncé comme deuxième parti de l'opposition, l'Union sociale libérale de Sébastien Germain Adjavon, vous voyez ces collaborateurs qui sont sur le terrain. Il ne se passe pas une semaine sans que Donclam Abalo n'entretienne les internautes sur sa page Facebook avec un direct. Et en dehors de lui, d'autres membres de l'USL sont en train quand même de consulter sur le terrain les populations, sont en train d'installer des structures de base et de faire, comment on peut dire, des opérations, des pré-opérations électorales. Donc on peut dire que l'opposition pour le moment ne dévoile pas son jeu, mais elle fait le jeu de la politique béninoise. Opposition décapitée à nos Demahou depuis je peux citer quelques noms, Valentin Dianotin, secrétaire exécutif national des forces Corée.Bénin émergent. Il se trouve à l'extérieur, il n'a pas l'intention de rentrer, semble-t-il. Le président Sébastien Germain Adjavon, il a été condamné à 20 ans de prison par la criette. Il est à l'extérieur. Léa Divinin Soglo, recherché par la justice, il est à l'extérieur lui aussi. Tous ceux-là se disent en exil. Déjà, est-ce qu'il faut les considérer comme véritablement en exil ou ce sont des fugitifs? Là, vous posez, cher ami James, une question assez délicate. Je dirais d'abord que on ne pourrait pas dire que l'opposition est décapitée. Mais l'opposition, au regard des faits que vous venez d'évoquer, cette opposition est affaiblie notamment par ces affaires-là, ces problèmes avec la justice. Mais elle n'est pas encore décapitée. On dit qu'il ne faut pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Avant de l'avoir tué. Et vous savez que généralement, ce que nous nous reprochons habituellement, c'est le fait que nous n'ayons pas très souvent une opposition organisée au Bénin. Nous avons souvent une opposition destructive, une opposition destructrice.
l'opposition qui critique à un point fini, qui surfe sur peut-être les erreurs de gouvernance du pouvoir en place et qui pense qu'il suffit simplement d'appuyer sur ces leviers-là pour reprendre le pouvoir. Donc je dis, aujourd'hui, l'opposition n'est pas décapitée, mais l'opposition est affaiblie. Et le secrétaire de rédaction, votre secrétaire de rédaction le disait tantôt, le disait tantôt, elle s'organise également. Et ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient des fugitifs, parce que ce sont des faits qui les ont poussés à l'extérieur, certes, d'accord, mais est-ce que... celui qui refuse de se présenter devant la justice, qui se soustrait à la justice, peut-il être considéré comme un exilé ou un fugitif? Oui, c'est toute la problématique est là. Si nous ne sommes pas en matière politique, on peut peut-être considérer qu'ils soient des fugitifs. Mais nous sommes en matière politique où, si vous estimez que... Il y a aussi matière juridique. Non, mais c'est la matière politique qui a connu la matière juridique. Parce que si vous estimez que vous observez un peu aujourd'hui, on constate que il y a certains acteurs quand même qui ont géré le pouvoir hier et qui aujourd'hui soutiennent les actions du régime en place et qui ne sont pas inquiétés en matière juridique. Et curieusement, les plus nombreux à être inquiétés en matière juridique ou en matière judiciaire, ce sont ceux-là qui ont pris par la gestion du pouvoir hier et aujourd'hui qui se déclarent de l'opposition. Ouais, donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que les deux sont liés. À la fois la matière juridique, mais également la matière politique. Et si vous estimez que vous ne serez pas traité comme cela se doit au regard de certains éléments, c'est normal que vous puissiez prendre la tangente. Et ce n'est pas la première fois. Est-ce que, oui, c'est pas la première fois. Est-ce que, justement, vous aussi, Frédéric Servan, vous pensez que le fait pour ces leaders politiques de l'opposition de se tenir à l'écart de leur pays pour une crainte éventuelle par rapport à leur liberté, c'est un acte politique, c'est-à-dire qu'ils posent, c'est un exil politique qu'ils sont en train de vivre, ou bien c'est simplement une fuite de leurs responsabilités devant la justice? Bon, déjà, il faudra aller au cas par cas dans cette situation-là, parce que, parlons par exemple de Sébastien Diavon, je crois que ses avocats ont fait un recours en cassation. Donc, je crois que ce recours-là suspend déjà la première condamnation. Donc, pour l'instant, il n'est pas un fugitif. Il est simplement un citoyen comme tout le monde à l'extérieur du pays. Ce recours-là ne resterait pas suspensif. S'il avait été président, il serait en prison en attendant la décision de la Cour suprême. Mais sachons qu'il y a recours et donc il n'a pas été totalement condamné. Donc pour l'instant, il attend encore un jugement. Donc il n'est pas un fugitif dans son cas. Je ne suis pas au courant de l'ouverture d'une procédure judiciaire contre Léa Dissokolo. Il a échappé à quelque chose. Si, il y a bien une procédure. Là, je ne suis pas au courant, mais je sais qu'il a échappé à quelque chose qu'il nomme tentative de kidnapping. Sans mandat, en ce temps, réellement, il n'y avait rien, mais on a constaté une ordre de force de l'ordre chez lui. Donc, il a préféré prendre la tangente. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une procédure de sécurité pour sa personne. Donc, quand vous jugez politique, quand vous jugez que l'appareil judiciaire en ce moment dans votre pays ne vous est pas favorable pour une justice équitable, je crois qu'il est de bon ton de se mettre à l'écart, de ne pas mettre sa vie en danger. Et ça le vaut pour tout le monde. Si vous savez que dans ce procès, les jeux sont pipés d'avance, je ne crois pas que vous irez là-bas. Maintenant, est-ce que c'est pas une autre façon? Parlons d'exilés. L'exil, c'est un statut. Il y a un processus qui conduit à l'obtention de ce statut. Pour l'instant, je ne suis pas au courant que l'un ou l'autre des concernés ont déjà obtenu ce statut dans un autre pays. Sébastien Diavon, selon ses avocats, a fait une demande à la France qui est en attente. Pour l'asile. D'accord. Mais pour l'instant, on peut les considérer comme des exilés parce qu'ils ne sont pas dans ce pays et ils dénoncent, ils se déclarent eux-mêmes en exil et ils craignent pour leur vie. Selon leur discours, ils ne sont pas rassurés par l'impartialité de la justice. Surtout pour leur liberté. Pour leur liberté. Que leur vie soit mise en danger, on a parlé de Léon Songbadi, qu'on ne cite plus aussi, a parlé de tentatives d'empoisonnement, de kidnapping et autres. Donc, c'est ce qu'ils disent et ils se mettent
à l'écart. Donc je crois que c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est objet de tentative d'enlèvement ou d'empoisonnement. Non, on ne va pas le croire. On ne va pas prendre ces paroles comme paroles d'évangile, mais c'est ce qui est dit. Il n'y a pas encore d'enquête pour prouver qu'il ment, pour corroborer qu'il dit la vérité. Alors, donc, quoi qu'il en soit, voilà autant de leaders de l'opposition qui sont absents au plan national, et puis l'opposition, elle est également absente sur le plan médiatique. Comment peut-on expliquer cette quasi-absence de l'opposition, à part quelques journaux qui relayent les positions de l'opposition? On n'a pas grand-chose. Les meetings et concerts qui sont organisés, l'opposition, on ne les trouve pas dans les journaux, que ce soit la télé, la radio, les journaux, les presse écrite, etc. A contrario de ce que vous dites, nous voyons quand même des meetings de soutien à telle chapelle, à la mouvance, mais en tenant compte de ça, il faut savoir que la foule n'est pas une réponse, n'est pas une solution, n'est pas une vérité. Donc, peut-être on ne voit pas l'opposition. Dans les médias, ça ne veut pas dire que l'opposition n'est pas présente. Parce que ce que vous voyez dans les médias, ça peut être de la peau de perlimpinpin, rien de concret. Donc, on ne peut pas se fier à ce que la mouvance draine une foule. Et oui, ils sont actifs dans les médias, donc c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont la côte. Et que l'opposition n'apparaît pas, donc elle n'a pas la côte, on ne peut pas trancher. Et c'est vrai, il y a une absence de l'opposition dans les médias, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de l'opposition sur le terrain. Maintenant, parlant de l'absence de l'opposition dans les médias, ça peut relever d'une stratégie politique. On attend le moment pour attaquer, on prépare le terrain, parce que c'est le terrain qui est important. On ne se lance pas dans la course aux médias, à la figuration. On prépare le terrain, on prépare les structures, on prépare les citoyens et on attend le moment adapté pour se jeter dans les médias. Parce que si l'opposition se lance très tôt dans la course, je crois qu'elle risque de s'essouffler avant avant de monter sur le ring. Donc ça peut relever d'une stratégie politique aussi. Arnaud de Mahon, vous êtes dans un organe de presse où on relaie beaucoup les actions du gouvernement. On parle également quelquefois de l'opposition, mais vous conviendrez avec moi qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Comment expliquez-vous déjà du point de vue interne que l'opposition ne fasse pas l'objet de plus de couverture de votre côté? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'action ou bien parce que c'est une stratégie de cette opposition-là qui consiste à ne pas faire couvrir l'activité? Non, je dirais d'abord que l'opposition est présente quelquefois quand même dans nos organes et puis nous ne sommes pas quand même un service public. Donc lorsque vous demandez à ce qu'on relève vos informations, en tout cas vos activités sur le terrain politique, cela a un coût. Le quotidien Fraternité, c'est un journal privé, et la communication a un coût. Donc vous voyez très souvent les acteurs de l'opposition, c'est vrai, ils disent qu'il faut qu'on commence, voilà, il faut qu'on commence par s'interroger sur la qualité des gens que nous avons, en tout cas, qui font figure d'opposition dans notre pays, notamment depuis 1990. On a vu le président Soglo, pour rien du tout. On a dit non, on a fait de l'opposition, puis en 1996, on a ramené le général Kérékou qui se reposait tranquillement. 5 ans après, on dit non, le pays a été mal gouverné, on a fait 10 ans. On dit non, ça ne va pas, il faut quand même un homme neuf. On a ramené le président Boni Yahi, etc., etc. Donc chaque fois, quand vous observez, vous voyez qu'on n'a pas une opposition crédible, une opposition digne du nom, qui fait des propositions. Parce que vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, prenez le régime du président Patrice Talon, il y a beaucoup d'actions à son actif. Puis j'ai suivi un élément tout à l'heure par rapport au rapport du FMI. J'ai fait le parallélisme pour parler des États-Unis rapidement, parler de Donald Trump, malgré ce que les médias relaient, Trump est ci, Trump est ça. Mais aujourd'hui, la croissance a augmenté aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il fait un travail. Et lorsque l'opposition, je suppose que l'opposition sommeille, et comme d'habitude, entend utiliser les politiques, les voies qui ne sont pas adaptées pour conquérir le pouvoir, ça ne va pas toujours marcher. Ça ne va pas toujours marcher parce que pour ça, il n'y a pas d'opposition destructrice chez nous. Si ça ne va pas, il faut quand même que l'opposition propose des réponses alternatives pour dire, par rapport à telle politique de gouvernement, on aurait dû faire ça. Par rapport à telle orientation militaire, il ne faut pas aller dans ce sens. On aurait pu aller dans telle direction, mais on n'en a pas. On n'a pas ça. On a cette opposition qui sort tout le temps pour des invectives. On a cette opposition qui est là juste pour critiquer et qui n'apporte pas véritablement des réponses. Et qui pense que, au niveau de l'opinion publique, dès lors que la situation socio-économique n'est pas très reluisante, dès lors que le panier de la ménagère ne
ressent pas encore les effets de la gouvernance, cela suffit donc pour pouvoir, cela suffit à surfer sur ça pour gagner pour les combats électoraux. Je dis c'est une erreur. C'est une erreur, c'est à cela d'ailleurs que nous éduquons notre peuple. Est-ce que ce que nous avons depuis 2016 à ce jour, est-ce que tout est mauvais? Je dis non. Quand vous avez un président Boni Yahi à la fin de son mandat qui fait 200 000 tonnes de production cotonnière et qu'aujourd'hui nous soyons autour de 600 000 tonnes de production cotonnière et en termes de croissance, que nous soyons dans une croissance soutenue, et bien depuis 2016, il y a quand même à se dire qu'au plan macroéconomique, il y a quelque chose qui a bougé. Et au plan micro, dès lors que les citoyens n'ont pas encore ressenti les effets directs de cette croissance-là, en tout cas, dans son quotidien, on estime que ça ne va pas. Mais est-ce que cela suffit pour dire que ça ne va pas véritablement? Est-ce que cela suffit pour dire que la direction imprimée au pays depuis l'installation du régime en place, est-ce que tout est mauvais? Si nous allons faire des analyses objectives, nous allons dire ça ne va pas. Mais ça, par contre, il faut saluer. Mais est-ce que vous avez déjà entendu cette opposition-là venir faire cette synthèse-là, pouvoir nous dire, voilà de telle orientation, nous sommes sur cette ligne, ça c'est bien, mais de tel côté, par rapport à ça, il faut qu'on change de cap. Nous n'avons pas ce débat-là. Quand vous suivez les débats politiques, parfois, vous êtes déçus. Vous étayez carrément, vous vous demandez même si ces acteurs politiques ont les éléments pour les indicateurs, et maîtrisent les indicateurs de développement. Est-ce que cela maîtrise ce qu'il faut pour relever le pays au plan socio-économique? Donc je dis, une fois encore, on n'a pas encore cette politique, cette proposition dont on rêve pour un Bénin digne du nom. Est-ce que vous pensez, Frédéric Serroulan, que, comme l'a signalé Arnaud, l'opposition béninoise, dans sa posture aujourd'hui, elle se contente beaucoup plus de surfer sur les erreurs de gouvernance du président en place et utilise également beaucoup d'invectives, des propos parfois assez mal placés, même si c'est par des voies d'anonymat à certains moments, pour critiquer l'action gouvernementale, et c'est sur cela qu'elle pense jouer pour gagner les législatives prochaines. Rapidement, sur la question de l'anonymat, on n'est pas sûr que ce soit l'opposition qui soit derrière ces invectives-là, puisque quand les citoyens, vivent une certaine situation, quand la bonne dame qu'on a chassée au bord de la voie, dont le mari a été renvoyé d'une société qui a été fermée, dont l'enfant a subi une situation donnée, et qu'au sein de cette famille... Il est dominé une seule famille dans laquelle tous ces malheurs-là... Oui, c'est des coïncidences, des choses peuvent arriver. Si au sein de cette famille, la famille ressent les effets de ces politiques et un membre prend un test, est-ce que systématiquement c'est l'opposition? Parce que là, c'est l'autre erreur que le gouvernement ou bien la mouvance ou bien, je ne sais pas, les soutiens du gouvernement font. On confond la population et l'opposition. Parce que une certaine population est mécontente d'une certaine politique et l'exprime, on classe d'office cette personne dans l'opposition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'exprimer sans être figé, sans être placé dans une catégorie, c'est un opposant, c'est un mouvancier, alors que la personne parle par rapport à ce qu'elle vit. Donc, par rapport à l'anonymat, on n'est pas sûr que ce soit l'opposition qui soit derrière ces investives. L'opposition dont vous parlez, c'est vrai. On a entendu des gens qui sont déclarés de l'opposition, qui ne se sont pas cachés et qui ont invectivé. Oui, je parlais de l'anonymat. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'opposition. Très bien. Maintenant, c'est vrai, on n'a pas l'opposition dont on rêve. L'opposition n'est pas structurée. On aurait rêvé, on aurait voulu... On a vu quand même un grand rassemblement à Djefa avec les anciens présidents et le président... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'opposition structurée, c'est des actions élaborées, successives, cohérentes, c'est des synthèses, c'est des propositions. Et quand ça se passe ainsi, là, on a une opposition structurée sur laquelle les populations peuvent compter. Mais là, peut-être l'opposition guette une situation et saute là-dessus, et puis paf, elle disparaît. Là où on l'attend, elle n'est pas là et se dirige vers des questions qui purement auront des retombées pour cette opposition. Sur les questions qui affectent directement les citoyens, et on aurait voulu des sorties de l'opposition, des propositions, des condamnations et autres. L'opposition est souvent ensemble. Donc de ce point de vue, je suis d'accord. L'opposition n'est pas suffisamment structurée. C'est pas encore ce dont rêve. Mais il ne faut pas dire que l'opposition ne fait pas des propositions. Il ne faut pas dire que l'opposition ne fait pas des synthèses à des moments donnés. Quand vous allez au Parlement, nous suivons les plénières, nous suivons les rapports, nous suivons les comptes rendus. Vous voyez,
il ne se passe pas une seule assise au Parlement sans que les opposants ne fassent des propositions. Vous suivez l'honorable Guy Mintokwe qui souvent fait des propositions lors des différentes lois qui ont été votées, lors de la révision de la Constitution. Des propositions ont été faites, mais l'opposition, on n'a pas forcément tenu compte de leurs propositions. Donc dire que l'opposition ne fait pas de propositions, elle ne fait pas de synthèse, je crois que ce n'est pas juste de le dire ainsi. Parce qu'on voit, on entend, le peuple est témoin, les archives sont là, les opposants font des propositions. Sur la loi sur la criette, par exemple, il y a aujourd'hui des remarques, des mécontentements. L'UNAMA a fait une sortie pour condamner cette juridiction, la criette, coup de répression. Mais en son temps, l'honorable Dianoté a alerté dessus. Faisons ci, faisons ci. Il y a tel, il y a tel. Sur d'autres lois, ils ont alerté, ils ont dit, et si on faisait ça? Mais d'office, on n'écoute pas l'opposition. Comme c'est l'opposition, il y a aussi cette erreur de la mouvance. Puisque c'est l'opposition, nous n'ouvrons pas nos oreilles. Nous avons la science infuse, nous faisons ce que nous devons faire. Alors que c'est dans une cohésion nationale, c'est dans une entente. On peut prendre ce qui est bon chez l'opposition, ce qui est mauvais, on laisse, et vice-versa des deux côtés. Mais quand on est d'un camp dans ce pays, on se fige, on n'écoute pas l'autre. Et c'est cela qu'on doit absolument réviser, se tendre la main, prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Parlons de stratégie politique maintenant, celle qui doit permettre de gagner les législatives de 2019. La réforme du système partenariat a été lancée. Plusieurs groupes au sein de la mouvance présidentielle sont en train de constituer déjà un premier bloc né, celui de l'UDBN. Deux autres sont en passe de naître. Donc probablement 3 blocs pour la mouvance présidentielle. Il y en aura peut-être d'autres encore. Nous ne pouvons pas présager de ce qui va arriver. Au sein de cette opposition, qu'est-ce qui se prépare? On n'entend pratiquement pas parler. Et puis un de ses leaders, Kandi Dazanaï, dont l'un des plus proches collaborateurs, Guy Mintokwe, disait il y a quelques jours que restaurer l'espoir ira aux élections avec sa bannière. Oui, un mot rapidement avant d'aborder la question de la stratégie dont vous parlez, par rapport à mon cher ami Frégis. Lorsque vous dites que l'opposition fait des propositions, comment expliquez-vous le rejet du rapport de Hungbedi par les députés à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont de l'opposition? Vous avez suivi quand Guy Mintokwe dit non, ces derniers mois, vraiment la démocratie a été décapitée. Quand vous suivez ces choses-là, vous posez des questions. Quand vous voyez à l'Assemblée nationale que à peine une quinzaine de députés votent le code électoral de plus de 1000 et quelques articles, vous posez des questions. Donc, est-ce que cette manière de faire, cette façon-là de faire de la politique à l'Assemblée nationale qui montre que l'opposition donne de la voix? Lorsque vous êtes de l'opposition et vous votez à l'unanimité le projet de loi de finances, et qui devient finalement la loi de finances, avec tout ce que nous avons comme tasse à l'intérieur, et qu'on vient maintenant exécuter ça sur les citoyens, et vous dites non, nous l'avons fait juste pour permettre au régime de travailler, alors ne venez pas vous plaindre après. Donc, puisque tout ce qui va être fait au cours de l'année, tout ce que nous allons exercer comme finance, en termes de dépenses et de recettes, tout cela est contenu dans le projet de loi de finances. Alors, je me dis, donc, il y a une incohérence dans ce que vous posez comme acte à l'Assemblée nationale, et après, lorsqu'on est en train d'exécuter le même budget. Donc, ouais, il y a un tas de trucs, si nous allons faire le débat par rapport aux propositions dont nous parlons de l'opposition, nous n'allons pas en finir. Donc, je dis, il faut qu'on élève la qualité du débat, et que nous disions de façon concrète, voilà ce que nous proposons, et voilà ce qui est en train d'être fait. Et il y a plusieurs cas. Quand vous parlez, par exemple, par rapport à la création, à la loi portant organisation judiciaire qui a donné lieu à la création de la criette. Mais qu'est-ce que vous avez eu comme débat avant l'installation de cette criette-là? Rien! Nous n'avons rien eu! La loi a été votée, il y a eu la politique de la chaise vide, comme d'habitude, certains restent en disant, on vote non, parce qu'on est de l'opposition. Quel débat il y a eu? C'est après, lorsqu'on a installé, que tout le monde a attention, alors cet instrument-là, c'était un truc dangereux. Et aujourd'hui, on est en train de faire le bilan, on voit un peu les activités de la criette, et puis on ouvre le débat. C'est pour dire que on aurait pu faire tout ça en amont, on aurait pu ouvrir le débat pour dire, voilà, comme nous avons eu pour le cas au niveau du code électoral. Là, je suis d'accord, il y a eu beaucoup de débats au niveau du code électoral, mais finalement, on a abouti où? Donc, c'est pour dire un peu, rapidement, cette parenthèse-là, je la ferme pour dire que quand on parle des propositions, nous souhaitons quand même qu'on puisse élever le débat. Et quand vous parlez de stratégie, la stratégie de l'opposition, de cette opposition un peu désorganisée. Désorganisée parce que, je donne deux ou trois exemples. Quand vous prenez un certain Sébastien Adjabon, qui ne se présente pas à la criette, mais qui va faire une déclaration incendiaire sur RFI.
Vous voyez, quand on dit, bon, ok, d'accord, le président Yahi bientôt sera touché, et puis on met ça sur les réseaux sociaux. Rapidement, les éléments du président Boni Yahi commencent à dire, ah, d'accord, en novembre prochain également, le procès tentative d'assassinat est toujours, le président n'a pas retiré sa plainte, et dit 10 dossiers, Yahi prépare 10 dossiers à déposer devant la criette contre. Vous voyez que les actions ne sont pas coordonnées. Vous voyez qu'il n'y a pas, un creuset de réflexion, en tout cas de coordination au niveau de cette classe politique, en tout cas qui faisait de l'opposition. Alors que, de par le passé, nous avons vu que c'était un peu plus organisé. Quand vous voyez un peu l'opposition contre le président Boni Yahi, qui était conduite par les Bruno Abrousse et autres, le président Mbedi et autres, on sentait quand même que cette opposition était véritablement portée. Et ensuite, il y a eu également le président candidat Zanaï qui a continué. Aujourd'hui, quelle est cette... il est dans cette opposition-là. Oui, mais aujourd'hui, et s'il y a cette coordination, est-ce que vous ressentez que les actions sont un peu plus coordonnées? Est-ce que vous sentez que l'opposition dans ses agissements, en tout cas dans ses actions, est-ce que vous les ressentez? Vous ressentez cette coordination? Est-ce que vous sentez que cette structuration, on n'en sent pas? Au contraire, c'est comme un peu si chacun veut sauver sa tête. Chacun veut aller dans tout ça, va dans tous les sens. Donc aujourd'hui, moi j'ai suivi récemment le président Kenda Zanaï lors d'une rencontre de l'ABDC, du professeur Joël Aïvo, où il disait qu'il s'est déjà mis sur le terrain et qu'il est en treillis. Mais véritablement, je ne le sens pas en treillis. Je ne le sens pas sur le terrain, sur la bataille. Vous n'êtes pas de ses proches? Donc je me dis que... Vous ne voyez donc pas... Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais toujours est-il que l'opposition quand même s'organise d'une manière ou d'une autre. Mais je dis, cette stratégie-là, est-ce qu'elle sera payante? Peut-être que nous aurons l'occasion de... Justement, Frédéric Roland, il ne suffit pas de surfer sur le mécontentement de la population, vous l'avez déjà dit. Il faut également s'organiser en respectant la charte des partis politiques qui est désormais en vigueur dans notre pays et bien sûr le code électoral qui va régir les prochaines élections. Si déjà, candidat Zanaï et Restaurer l'Espoir sont en passe, ou du moins annoncent qu'ils vont aller à cette élection-là seuls, un peu en solo, donc pas en alliance avec les FCBE ni avec l'Union sociale libérale. Ça veut dire déjà que nous pourrions avoir 2 ou 3 blocs de l'opposition. Et dans ce cas, quelle est cette stratégie de l'opposition et pour quel résultat? Avant de parler de la stratégie, je rebondis rapidement. Oh là là, oui, nous allons perdre trop de temps sur ce sujet-là. Sur les propositions de l'opposition. Vous n'êtes pas de l'opposition, vous n'avez pas à défendre de débat. Vous avez parlé de débat. Pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait 2 personnes. On est d'accord. Donc l'absence de débat ne serait pas imputable à l'opposition. Vous avez été témoin de ce que la parole a été refusée aux opposants à l'Assemblée nationale par Maître Adrien Mbedi. Donc, comment on peut... C'est plusieurs fois. C'est arrivé une fois. Comment... Non, vous n'avez pas le contenu de ce discours. Donc, quand on empêche les opposants de parler, on ne peut pas venir après dire qu'ils n'ont pas de proposition concrète. Il faut les entendre, les laisser parler avant de pouvoir dire qu'ils n'ont pas de proposition concrète. Laissez les gens se parler. Mais quand on refuse qu'ils se prononcent, quand c'est arrivé une fois, sur la criette absence de débat, qui lui a tenu la pêche pour installer un débat. Il n'y a pas eu de débat. On a expédié cette loi, on l'a votée comme d'habitude. Donc quand les choses se passent ainsi, ne venons pas donner l'impression que l'opposition ne fait pas des propositions. Elle fait des propositions. Elle en a l'intention et on bloque cette opposition. Donc soyons justes dans ce que nous voulons dire. Lorsque vous êtes dans le cadre de l'action parlementaire. Donc par rapport aux stratégies à présent, vous avez parlé des blocs. L'action parlementaire, pour clore, l'action parlementaire, les débats au Parlement ne sont pas le seul lieu, la seule occasion pour les opposants de faire leurs propositions. On est bien d'accord par rapport à ça. Et donc, si à l'Assemblée, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer comme ils le veulent, parce qu'ils sont en minorité, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres possibilités pour eux? Ils se sont prononcés, justement. Sinon, l'opposition s'est prononcée. Après cette interdiction de tenir ce discours. On critique. Quand l'opposition s'est prononcée après, on a suivi sur les ondes la conférence de presse qui a eu lieu après chaque événement. Mais si vous voulez, avançons après, autour de ces archives, et avançons, le contenu. Vous saurez en ce moment qu'il y a du contenu. Peut-être que avançons sur la stratégie. de bien vous imprégner
avançons sur la stratégie, Arnaud, juste avançons sur la stratégie. Voilà une opposition qui s'offre régulièrement sur le mécontentement de la population et qui a le besoin aujourd'hui d'aller à cette élection. Et on constate déjà qu'il y a une division au sein de cette opposition. Ils ne sont pas en train de se préparer à aller en un seul bloc à cette élection-là, alors que le plus important, c'est d'être unis. Est-ce que la mouvance va en un seul bloc aux élections? Nous avons une mouvance plurielle. Permettons, souffrons de voir une opposition plurielle. Parce que au sein de l'opposition... Nous avons dit hier que ce n'était pas intelligent de la part de ceux qui sont divisés d'y aller diviser. Non, on ne peut pas dire cela tout de suite. Nous avons une mouvance plurielle. Les gens ne peuvent pas s'allier contre leurs idéologies. Donc, ils y vont à 3, la mouvance. Donc, l'opposition aussi, s'ils veulent s'organiser à 2, 3, c'est bon. On attend de voir. Mais sur le manque d'activité, peut-être que l'opposition observe la mouvance et attend de voir les stratégies définitives de la mouvance avant de mettre sa stratégie à nu. Maintenant, sur la stratégie définitive, comment l'opposition peut réellement gagner? Il y a déjà un mécontentement de la population. Et on dit que l'opposition ne peut pas surfer sur ce mécontentement. L'opposition doit travailler, aller sur le terrain. Et il y a un message à tenir. Il faut préparer le discours. Il faut préparer le message. Et il faut préparer ceux qui doivent porter ce message. Parce qu'il y a un danger qui guette la mouvance. Il y a ce qu'on peut appeler les vieux routiers qui seront repositionnés sur ces listes-là. Et la population a déjà montré un certain dégoût, un certain mécontentement. Donc il y a une sanction qui se prépare. Donc si l'opposition veut réellement avoir des voix, ce qu'on veut, il faut que l'opposition se base sur des jeunes leaders dans toutes les circonscriptions, des jeunes qui sont des modèles dans leur communauté, des jeunes qui sont appréciés, des femmes qui sont appréciées dans leur communauté, qui sont des modèles pour porter le message de l'opposition. De recommandations pour l'opposition, ce qui était important, c'est d'analyser ce qu'ils sont en train de faire et il me semble qu'il y a une division en leur sein aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la cohésion totale, c'est la cohésion. Et ce que nous disons également, c'est nous avons souvent fait des votes sanctions chez nous, au Bénin. Quand l'opposition a au moins cette chance-là aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un mécontentement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, l'opposition est un peu attentive, c'est se dire, bon, nous allons s'opter sur le vote sanction. Parce que, généralement, les Béninois votent pour sanctionner. Si le président Talon est là, c'est pas forcément parce qu'on a voulu qu'il soit là, c'est parce qu'on a voulu quelque part sanctionner le président Boni. Il y a la gouvernance, il y a eu. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça également, je dis, on a ce problème-là. Mais, à côté, le discours qui va être tenu sur le terrain et également le profil de ceux-là qui vont faire office d'opposants sur le terrain politique pour les élections à venir. Je ne sais pas si quand vous avez pris par la gestion de pouvoir passer et que vous avez des casseroles sur vous, vous serez plus à l'aise à tenir le discours politique. Nous avons besoin des hommes crédibles, intègres, qui quand même peuvent faire justement une certaine légitimité dans leur fief électoral. Donc tout ça, ça pose un problème aujourd'hui pour cette classe politique de l'opposition. Bon, aujourd'hui, le seul leader véritablement, en tout cas qu'on voit, ou les deux pôles qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être le président Kanda Zanaï, le président Boni Yahi et notre cher ami de la Criette qui est de l'autre côté aujourd'hui. Je ne sais pas s'il aura l'occasion de faire son retour. Vous oseriez voir un pronostic pour finir, pour cette initiative-là, pour l'opposition? Est-ce que l'opposition pourrait avoir pourrait renverser la majorité au niveau du Parlement? Rien n'est gagné. On ne peut pas faire de pronostics maintenant parce que tout va se jouer sur le terrain. Si l'opposition pense qu'elle va surfer seulement sur le mécontentement, je crois que, comme on dit, elle va taper poteau. Je ne crois pas. Donc, il faut véritablement travailler sur le terrain. C'est le terrain qui va décider de qui aura la majorité au Parlement. Alors, vous, Arnaud Demaroun, vous oseriez un pronostic par rapport à cette opposition et à sa stratégie actuelle? Non, du tout pas, mais je dirais plutôt que nous avons besoin que la vie politique s'anime. Nous avons besoin de cette opposition qui n'est pas audible aujourd'hui. Nous avons besoin que les gens quand même soient plus courageux. On a vu cela de par le passé. C'est ça l'acteur politique. L'acteur politique doit être courageux, un homme courageux. L'acteur politique doit avoir des propositions crédibles et concrètes pour dire voilà là où, ce que nous proposons au peuple béninois. Si nous n'avons pas ces gens-là qui vont venir du jour au lendemain pour nous demander de voter pour eux, je ne sais pas si les Béninois vous attendez parce que peut-être j'ai fait aujourd'hui quelqu'un travaille pour que j'ai pu tout à manger. L'autre va dormir tranquillement, attend les élections pour venir vous dire tu as fait, alors vote pour moi. Je crois qu'il
il y a quelque chose d'aberrant qui ne va pas. Donc cette opposition-là peut animer la vie politique. Ne suis pas de laisser le grand frère Guy Mitop sur les réseaux sociaux poster des trucs sur sa page Facebook pour dire non, l'opposition est en train de... Pas suffisant, donc Clément Ballot sur sa page Facebook. Non, je pense que... Et consort, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. On n'est pas encore au Brésil. Les réseaux sociaux ne sont pas encore en mesure de faire gagner des élections. Au Bénin, merci. Arnaud Demarron, vous êtes journaliste au groupe de presse Fraternité. Vous nous servez des analyses pointues chaque fois que vous nous faites le plaisir de venir sur Eden Télévision et Diaspora FM. En face de vous, le secrétaire de rédaction de Eden Télévision et Diaspora, Eden Télévision tout simplement. Fréjus Serroulan, merci à vous également d'avoir préparé à ces échanges. On a réussi, ce n'est pas souvent le cas, à croiser le fer et je m'en réjouis. Merci à vous pour cette participation.